90 secondes pour convaincre. Votre rendez-vous jusqu'à 21h. Débat en direct, discussion, 4 personnalités, 4 points de vue et 90 secondes chrono pour convaincre. Ce soir, nous sommes avec Rokhaya Diallo, essayiste. Elle reviendra sur ce sondage. Les lycéens trouvent la laïcité discriminatoire et dépassée. Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, nous reparlera de la dissolution de Génération Identitaire. Coup de com' du ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin. Valeurs Actuelles, justement, dans le viseur de Louis Boyard de Solidarité étudiante. Il ne comprend pas cette une sur les Verts sectaires, alors que l'écologie, c'est justement tout le contraire du sectarisme, c'est plutôt l'humanisme. Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne, abasourdie par la polémique aux Pays-Bas, une traductrice blanche ne peut s'occuper de l'œuvre d'une poétesse noire. La pression a été telle qu'elle a dû jeter l'éponge. Qui va vous convaincre ? On commence avec Rokhaya Diallo, des lycéens qui tournent le dos à la laïcité. La génération née après 2000 trouve le concept aujourd'hui plutôt exclusif qu'inclusif, discriminatoire envers les religions. François Cros, directeur de l'IFOP, auteur de l'étude. Il y a clairement un clivage entre cette jeunesse scolarisée dans le second degré et le reste de la population. Jeunesse qui a une vision beaucoup plus inclusive de la laïcité. Certains diront une vision un peu à l'anglo-saxonne, en tout cas une vision très minimaliste, très juridique de la laïcité, dans lequel, au fait, il n'y a pas d'exigence d'assimilation culturelle, dans lequel on ne demande pas aux gens et aux élèves de séparer totalement le privé du public et de laisser les traits identitaires ou religieux dans la sphère du privé. Alors la laïcité, concept dépassé peut-être pour les jeunes, 90 secondes pour convaincre, pour les jeunes, pour les lycéens. Rokhaya Diallo, top chrono. Alors ce que je trouve intéressant dans ce qu'on a vu à l'instant du sondeur, c'est qu'il disait que ces jeunes avaient une vision juridique de la laïcité. Donc ça veut dire que ce n'est pas une hostilité. Donc il n'y a pas de raison de paniquer. La laïcité, en fait, en théorie, c'est un principe d'égalité et non un principe d'interdiction. On rappelle que le premier article de la Constitution française dit que la France est une république laïque, sociale, démocrate. Voilà, et donc et elle dit surtout, le premier article dit aussi que la République respecte toutes les croyances. Si on se fie aux critères du Conseil constitutionnel de 2013, la laïcité, c'est 4 choses: le respect des croyances et du coup la garantie de l'égalité des citoyens, quelle que soit leur religion, le libre exercice des cultes, la neutralité de l'État et surtout la non-reconnaissance ni la non-subvention de tous les cultes. Et donc, quand on titre en disant que les lycéens sont contre la laïcité, c'est un contresens. En fait, ils sont favorable à une vision minimaliste de la laïcité, mais surtout à une laïcité qui soit la garantie de l'égalité et qui soit libératoire par rapport à l'exercice des cultes. Donc c'est pas contre la laïcité à la française. Et effectivement, par rapport à leurs aînés qui considèrent que la laïcité, donc, selon le sondage, est un moyen d'évacuer, de réduire l'influence de la religion dans la sphère publique, eux pensent que c'est pas ça, sur ça que réside la laïcité. Donc je pense que il faut aussi rappeler que la laïcité, c'est pas une spécificité française. On dit souvent la laïcité à la française comme si d'autres pays ne l'avaient pas pratiquée, mais le Mexique était un pays laïque bien avant nous, d'ailleurs cité par Aristide Briand. Donc ces lycéens, en réalité, plaident pour une laïcité plus proche de l'esprit de la loi de 1905, plus proche des textes de déclaration de défense des droits humains. Et finalement, ce n'est pas un rejet, mais plutôt une aspiration à plus de laïcité, mais conformément au texte. Place au débat, Natacha Polony. Alors, première chose, la laïcité à la française, ce n'est pas la tolérance à l'anglo-saxonne. Et en effet, il y a une spécificité française et elle ne se résume pas à la loi de 1905. D'ailleurs, le mot laïcité n'est pas prononcé dans la loi de 1905. C'est une loi de séparation des églises et de l'État. La laïcité, c'est un principe politique de neutralité de l'espace public. C'est-à-dire que évidemment que toutes les religions sont respectées, évidemment que chacun a le droit de respecter sa religion, mais c'est un principe de liberté. Pourquoi ? Parce que on estime que chaque individu doit être totalement libre de la religion qu'il pratique, dans la mesure où il ne peut pas être enfermé dans une communauté. C'est la grande différence justement avec les pays anglo-saxons. Or, nous sommes dans ce sondage, visiblement, dans une phase d'imposition d'une vision culturelle qui est celle des États-Unis. Et évidemment, ces lycéens sont imprégnés de ça parce qu'il y a une perception générale qui est comme celle-là et parce que les débats de ces dernières années ont abîmé la vision qu'on peut avoir de la laïcité à la française. C'est-à-dire que justement, on n'a pas rappelé suffisamment que c'est un principe
émancipateur parce que ça signifie que nous pouvons vivre tous ensemble et pas côte à côte. Et que nous sommes perçus comme des citoyens et des individus libres et pas comme étant catholiques, musulmans ou juifs. Et c'est là la grande erreur. C'est-à-dire, c'est de croire que c'est de la discrimination, ce principe de discrétion qui est au cœur de la conception politique française, c'est-à-dire l'idée qu'on ne vient pas ensemble pour afficher ces différences et dire « moi, je ne suis pas comme vous ». Au contraire, ça reste de l'espace privé. Nous sommes tous différents. Nous avons tous notre culture, notre histoire, notre religion. Mais nous mettons en avant dans l'espace public ce qui nous rassemble, justement, parce que c'est ça, décider ensemble, c'est ça la chose publique, la res publica. Pardon, Rokhaya. Alors, je veux juste répondre à ça. Alors, vous avez remarqué que je n'ai pas cité de pays anglo-saxons, mais j'ai cité le Mexique. Donc, quand vous me dites... Alors, il n'y a pas, en fait, une binarité entre soit la France, soit les pays anglo-saxons. Il y a d'autres pays laïcs. Il y a le Japon, le Mexique, le Sénégal. Donc, il y a des formes de laïcité. Exactement comme la France. Exactement, mais non, ils ont des formes... Mais le Mexique avait été cité par Aristide Briand. Oui, en effet. Voilà, donc ça veut dire que la laïcité n'existe pas seulement dans une binarité entre l'universalisme, entre guillemets, français et une forme de communautarisme qui serait anglo-saxonne. Pour revenir à la question de la neutralité, la neutralité, c'est un des aspects de la laïcité. Dans les aspects de la laïcité, il y a la neutralité, il y a la reconnaissance de la liberté de conviction, il y a l'égalité des citoyens en dépit de leur quelle que soit leur croyance ou leur non-croyance. Et ce qui doit être neutre, c'est l'État et ses agents. Les citoyens n'ont pas d'obligation de neutralité. La loi de 1905. C'est la règle absolue. Dans la vie, on a le droit d'être neutre. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être neutre. Et quand vous dites qu'on doit réserver l'expression religieuse à sa sphère privée, vous faites, selon moi, une confusion entre sphère privée et sphère domestique. La sphère privée, on l'emporte avec soi et on a le droit d'avoir visiblement une religion où qu'on soit dans l'espace public dès lors qu'on ne contrevient pas à l'ordre public. Bien sûr, mais c'est un principe de discrétion. C'est une forme de respect. C'est pas irrespectueux de ne pas être discret religieusement. Ça, c'est une interprétation. Sinon, c'est une forme d'identitarisme. Je sens vraiment un décalage générationnel entre la vision de laïcité de la jeunesse, et je ne vais pas parler au nom de toute la jeunesse, il y en a des milliers des jeunesses, mais en tout cas, je sens quand même un gros décalage. C'est-à-dire qu'elle a l'air beaucoup plus répressive, la laïcité des personnes plus âgées, et je pense que c'est aussi dû en fait à la façon dont on a grandi. On est dans une génération où on avait le Wi-Fi, on était baigné dans des cultures mais qui venaient de tous les continents, et en fait, vous avez utilisé un terme, la laïcité, ça permet de ne pas enfermer les gens dans une communauté en disant, par mes différences, je suis différent de toi. Et en fait, c'est ça, nous, ce qu'on prône quand on parle de laïcité, c'est pas qu'on n'est pas laïque, on prône une autre forme de laïcité, c'est-à-dire que quelle que soit la différence de la personne, qu'elle porte un voile, une kippa ou quelles que soient ses convictions, et ben en fait, elle fait partie de ma communauté. Et en fait, c'est ça que plaident ces jeunes, c'est de dire que quelles que soient les différences des gens, on fait partie de la même communauté. Et c'est pour ça que, par exemple, la loi de 2004 qui interdit les signes religieux dans les établissements scolaires, elle est dépassée aujourd'hui. Oui, elle est dépassée parce que je pense que beaucoup de personnes ne se sentiraient pas ne pas appartenir à la communauté d'une personne qui a une religion différente. Parce que on a tellement été baigné dans la différence qu'aujourd'hui, on est plus à même de l'accepter. Et en fait, c'est pour ça que je pense qu'il faut revoir la notion de laïcité française, parce que la jeunesse, aujourd'hui, elle la trouve répressive et finalement, elle nous empêche de vivre comme on le veut, c'est-à-dire en acceptant les différences d'autrui et faire partie de la même communauté. Geoffroy Lejeune. C'est très intéressant. Honnêtement, c'est passionnant. Je ne suis d'accord avec personne sur ce plateau. Je ne suis pas... Le sondage sur lequel Rokhaya s'appuie pour expliquer qu'aujourd'hui, la laïcité, en tout cas, que serait un concept dépassé pour la jeunesse. Pour dire que les jeunes... En tout cas, qu'il y a une interprétation. Oui, voilà. Oui. Est en train, en fait, à mon avis, à mon sens, de révéler que dans les lycéens, dans la jeunesse qui est ciblée par ce sondage, en réalité, vos idées ont triomphé. Et ça, vous pouvez vous en réjouir, parce que c'est une vraie victoire culturelle. Vous, Rokhaya, pas Natacha du tout. C'est-à-dire que, en fait, vous constatez qu'aujourd'hui, chez les très jeunes, ce que vous essayez d'importer des pays anglo-saxons, en tout cas des États-Unis principalement, mais des pays anglo-saxons en règle générale. C'est marrant, moi je parle du Mexique, on me répond les États-Unis. Mais non, mais parce que justement, attendez, Geoffroy le Lejeune, Mexique, Geoffroy. vous ne mettez pas en avant. Je pense qu'à mon avis, Netflix et les séries sont beaucoup plus influents que Rokhaya Diallo. Oui, je pense que Marvel, Netflix... Et je pense que ce qui influe aujourd'hui dans l'idée de la jeunesse, ce sont les séries américaines, la mondialisation via smartphone plus que Rokhaya, même si... Mais Rokhaya Diallo peut être sur cette Rokhaya Netflix et Rokhaya Diallo font le même métier, font la même chose. Mais j'aimerais bien faire un métier aussi créatif. En réalité, vous importez par des moyens différents, vous dans les médias et Netflix par les plateformes, et par les films, par la culture, en réalité, exactement les mêmes idées qui sont en gros les idées nées dans les universités américaines, sur les campus américains. Bien sûr que si. Et d'ailleurs, ça se traduit très bien dans la position qu'exprime lui, qui est en fait une position assez répandue dans la jeunesse française en réalité, selon laquelle aujourd'hui, c'est le mouvement woke
woke qu'on est en train de voir débarquer en France Qu'est-ce que c'est aujourd'hui. que le mouvement woke? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui en France le wokisme. C'est en gros, il ne faut, c'est les éveiller. On est éveillé à la souffrance qu'on pourrait causer chez autrui. Donc aujourd'hui, en gros, la vertu cardinale, c'est ne surtout pas heurter l'autre. Il veut porter un voile, sa mère porte un voile en sortie scolaire, toutes les expressions religieuses, etc. Tant qu'elles ne m'agressent pas, c'est ce que. C'est ce que dit le sondage d'ailleurs. Non, mais bien sûr. La critique de la religion est vécue comme une agression contre son identité. Et pour plus de 52% le des mouvement sondés. woke qui est en train de se répandre aujourd'hui dans la jeunesse est en fait un mouvement qui répand ça et qui a été importé depuis les campus américains. C'est pour mais c'est l'absolue vérité. Et attendez, juste pour finir, Allez-y. mais vous avez gagné et honnêtement réjouissez-vous. Moi, je le déplore. Et en fait, Donc vous ce qui est avez intéressant, perdu. c'est que moi j'ai perdu, bien sûr. Et en fait, Natacha aussi a perdu. Ça qui est intéressant, parce que moi j'ai perdu depuis très longtemps. Mais Natacha qui est sur une autre ligne, qui est sur la ligne entre guillemets laïcité à la française. Pendant très longtemps, vous et les républicains, le camp républicain, avez pensé que la laïcité serait le bouclier à l'importation de ce modèle, de ces idées, etc. Et en réalité, on est en train de réaliser que ça n'a pas été le cas, premièrement, et que deuxièmement, en réalité, c'est pas ça qui est en jeu, parce que ce que dit Rokhaya sur la laïcité et sur la loi et l'esprit de la loi est assez juste en réalité. C'est-à-dire que l'espace public, en réalité, n'interdit pas le port du voile, par exemple, toutes ces expressions, et vous plaidez, entre guillemets, pour une forme de décence ou une forme de discrétion, comme Chevènement l'a pu le faire. On réalise aujourd'hui que par rapport à une religion conquérante comme peut l'être l'islam, ça ne protège pas du tout. Donc des gens comme moi, qui sont plutôt des tenants du modèle assimilationniste, c'est-à-dire il faut transformer celui qui arrive avec sa culture en français, en réalité, et qu'il abandonne sa culture d'origine ou sa religion d'origine. Nous, on a vraiment perdu depuis très longtemps et on n'a pas été sauvés par la laïcité. Alors déjà, parler des musulmans comme des personnes qui arrivent, c'est un contresens. Il y a énormément de gens. Non, mais ils sont pas. La première mosquée a été construite en France en 1905 à La Réunion. La mosquée de Paris existe depuis 1926. Donc les musulmans, beaucoup de musulmans, beaucoup de jeunes musulmans, beaucoup de jeunes musulmans, je ne sais pas, beaucoup de si vous voulez, en fait, c'est faux parce que la France était un empire jusqu'à 1960. Donc il y avait des mosquées. La France était sur 3 continents. Donc il y avait des mosquées ailleurs en France. L'autre question, pardon, c'est pas le sujet. L'autre question par rapport à ça. Donc les personnes qui ont des signes religieux visibles n'ont pas forcément importé des traditions étrangères. Parfois, elles portent des signes religieux contrairement à leurs parents. Je ne vous ai pas interrompu. Vous êtes exprimé extrêmement longuement. Quand vous dites que j'importe des choses depuis les États-Unis, c'est faux. Je n'ai fait que citer le Conseil constitutionnel. J'ai cité la loi 1905, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est dans la Constitution, dans le préambule, le premier article de la Constitution et les traités internationaux que nous avons signés. Donc je n'importe pas, je me contente de parler de la loi telle qu'elle devrait être appliquée en tant que telle. Et je pense qu'il y a un problème à ne pas croire. Et je cite aussi des gens comme Jean Bobéro, qui est l'inventeur de la sociologie de la laïcité, qui est un Français et qui parle depuis la France. Justement modifié. Alors attendez, si Louis Boyard voulait intervenir. Il est français. Simplement, il est français et il parle depuis la France. Donc il faut comprendre qu'on peut avoir une autre. Voilà, mais c'est pas forcément quelque chose qui vient des campus américains. On a des débats qui nous sont internes. Alors Louis Boyard, je pense que vous faites une erreur en disant que c'est un modèle qui est importé des États-Unis, le mouvement woke, parce que oui, certes, il y a des influences, mais en fait, croire que cette jeunesse-là est en train de prendre le modèle anglo-saxon, c'est faux. On a aussi l'héritage de la laïcité à la française, et on n'est pas en train de copier ce qu'il y a dans les autres pays. On est en train d'inventer une nouvelle forme de laïcité, et c'est même pas on l'invente pour un débat politique. C'est comme ça que les jeunes ont ce rapport-là. Et j'aimerais terminer sur quelque chose. Les États-Unis, par exemple, il y a une grande reconnaissance des communautés en disant la communauté mexicaine, la communauté noire. En France, les jeunes, ils ne voient pas, ils n'ont pas cet aspect communautaire-là. Ils ont juste cet aspect. Il faut respecter. Enfin, j'accepte les différences de l'autre, et c'est pas parce qu'il est différent qu'il fait pas partie de la communauté. Et on ne distingue pas différentes communautés. Et c'est ça la nouvelle laïcité. Fin de la discussion. Si. Moi, j'ai pas pu revenir une deuxième fois. Fin de la discussion. Alors, je vous donne 30 secondes. 30 secondes pour dire d'abord que la question à l'école est totalement différente du reste et ne pas comprendre que c'est un espace spécifique où justement si on vient avec son signe religieux, c'est un message pour dire ce que vous allez m'enseigner, je ne le veux pas parce que je suis déjà construit, c'est un problème. Vous pensez qu'une personne qui porte une kippa rejette l'enseignement ? Je termine. Deuxièmement, la question de l'importation, oui, il y a importation de concepts anglo-saxons, mais en fait, ça n'est pas nouveau. Ça travaille la France depuis les années 80, notamment en 1989, lors de la première affaire du voile. Jean Bobéro en est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Le Conseil d'État la conception française de la laïcité a été bouleversée parce que plus personne ne se souvient qu'on a subi des guerres de religion monstrueuses, qu'il a fallu se battre contre les religions pour qu'elles arrêtent de nous emmerder et pour que les bigots arrêtent de nous emmerder. Voilà. Terminé, on y va pour le jugement
qui n'est pas divin. Concept dévoyé de la laïcité. Convaincu, pas convaincu, Natacha Polony? J'ai cru comprendre que non. C'est donc une croix rouge. Geoffroy Lejeune? Mais j'aurais pu en fait être convaincu. Non, mais je pense que, comment dire, j'aurais pu. En fait, je pense que Rokhaya maquille une immense victoire idéologique en une évolution de la conception de la laïcité. Pas convaincu, évidemment. Oui, Boyard. La laïcité, elle n'est pas dévoyée, c'est juste un concept qui évolue, et si ça peut évoluer dans le sens de Rokhaya, ça la regarde sa victoire, mais oui, c'est un concept qui évolue, et je suis convaincu sur son évolution. C'est justement à Louis Boyard qu'on va donner la parole maintenant, Solidarité étudiante, interpellé par la une de Valeurs Actuelles. Ça tombe bien, le patron est là. Bien. La une de Valeurs Actuelles, votre journal, Geoffroy Lejeune, les Verts, anti-viande, anti-tradition, anti-joie de vivre, anti-tout, ils nous pourrissent la vie. Et pour Louis Boyard, non, ces Verts, ces écolos ne sont pas sectaires. Top chrono. J'ai eu beaucoup de mal avec la une de ce matin, et vraiment plus les jours passent, plus j'ai l'impression que Valeurs Actuelles se remplit de rédacteurs qui ressemblent à des enfants capricieux. Je ne comprends vraiment pas ce qui vous pourrit la vie. Je vais déjà commencer par le pourrir la vie. En fait, ce qui pourrit la vie dans le changement climatique, c'est des personnes, au moment où je vous parle, des milliers de personnes qui sont en train de migrer parce qu'ils ne sont plus capables de faire pousser des légumes dans leurs champs, et ils ne sont pas capables de se nourrir à cause du réchauffement de la planète. Ça pourrit la vie. Ce qui pourrit la vie, c'est des personnes de mon âge qui se demandent, est-ce que je vais faire des enfants plus tard? Parce qu'au vu de l'état dans lequel est la planète, je ne veux pas en faire. Ça pourrit la vie. Ne pas manger de la viande à la cantine, ça pourrit pas. Ça pourrit la vie dans une certaine mesure, mais pas autant que les conséquences du réchauffement climatique. Ensuite, autre chose qui m'a interpellé, c'est les écologistes sectaires. Mais pas du tout. Ces gens-là font avancer le débat public. Et il faut qu'on commence à avoir un débat public sur l'écologie. Quand Greta Thunberg avait commencé à faire les marches pour le climat, on avait eu beaucoup une tapageuse de Valeurs Actuelles pour dire que Greta Thunberg, son mouvement n'allait pas dans le bon sens. Mais au contraire, elle fait avancer le débat. Je suis pas d'accord avec la plupart des mesures qui ont été prises, mais au moins ils font avancer le débat sur l'écologie. Et donc du coup, je vois une hypocrisie de la part de Valeurs Actuelles. Comment est-ce que vous pouvez dire que ces écologistes sont sectaires alors que justement ils font avancer le débat public et que vous faites très peu de propositions sur l'écologie? Que propose Valeurs Actuelles pour s'opposer au réchauffement climatique? Que propose Valeurs Actuelles pour mener la transition écologique? Et ce genre de une, elle pourrit le débat sur le changement climatique. Elle pourrit toutes les mesures politiques qui justement font avancer le débat, qu'on soit d'accord ou non. Et donc du coup, je trouve que cette une pollue le débat public et qu'il ne faudrait plus les faire. Allez, place au débat, Geoffroy Lejeune. Carrément de nous interdire, sinon, tant qu'à faire, allez-y. Hein, vous dissoudre. Très bonne idée. Non, mais vous faites partie des gens qui sont extrêmement interpellés par les unes de Valeurs Actuelles. Je vous abonnerai, comme ça vous pourrez lire. Et si vous pouvez vous faire une idée, vous verrez ce qu'on propose par ailleurs. Vous verrez, on y consacre beaucoup de place, de pages à l'écologie. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. En fait, c'est simple. On cible, nous, volontairement, 3 catégories d'écologistes aujourd'hui qui pourrissent la vie. Il y a la ministre Barbara Pompili qui est capable de faire voter quelque chose pour interdire un pesticide sur les betteraves et de le faire réautoriser quelques années plus tard quand elle a changé de gouvernement, qui est la partie hypocrisie du truc. Ensuite, il y a la partie influenceur, c'est-à-dire Hugo Clément, l'Instagrammeur extrêmement influent qui aujourd'hui sévit sur le service public, qui lui utilise l'émotion, et d'ailleurs il s'adresse à vous, pour le coup vous êtes complètement la cible d'Hugo Clément pour faire passer ces idées qui sont anti-viande et qui sont, pour le coup c'est un vrai combat idéologique. Et puis il y a la partie des maires verts qui sont à l'œuvre depuis les municipales, donc depuis quelques mois. Où là, pour le coup, c'est intéressant parce qu'ils font avancer le débat public, vous avez dit. Et nous, on ne fait pas avancer le débat public. Moi, pardon, mais des maires verts qui, dans les communes dans lesquelles ils ont été élus par très peu d'électeurs, rappelons-le, puisqu'il y a un contexte particulier, s'attaquent en premier. Je dis bien en premier parce que c'était le tout début de leur mandat. Au sapin de Noël, à la viande dans les cantines, et au Tour de France, au motif que ça serait polluant. Je pense qu'ils se foutent beaucoup plus que moi de la planète. Beaucoup plus que moi. C'est-à-dire que moi, je suis préoccupé, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, depuis peu, hein, je le reconcède, il y a 10 ans, je m'en fichais complètement aussi, sauf que en réalité, vous constatez, quand vous vous intéressez au dossier, je vais même citer, parce que vous êtes très gêné par Valeurs Actuelles, ou en tout cas très troublé, une enquête qui a été réalisée par France Culture. C'est pas vraiment un média d'extrême droite très inquiétant qu'il faudrait dissoudre. C'est quand même une radio assez à gauche, par un journaliste qui lui-même est assez à gauche, Frédéric Martel, mais qui reste un bon journaliste, qui fait une enquête colossale sur le monde de la culture à Grenoble. La manière dont Piolle, parce que Éric Piolle, c'est son surnom, Piolle Pot, s'occupe du monde de la culture en supprimant les subventions aux gens qui sont pas d'accord avec lui, en flinguant des projets parce qu'il a décidé que ça allait pas dans son sens. Ces gens sont absolument terrifiants, mais terrifiants, vraiment au sens premier du terme. Et moi, je vais aller encore plus loin. Je pense que leur projet de société, c'est de supprimer absolument tout ce qui reste d'un peu commun
de nos racines, de nos traditions et de ce qui faisait les repères de la société d'avant. Donc je m'oppose à ça. Et pardon, j'ai pas l'impression de desservir la planète en faisant ça, juste de m'opposer à des fous dangereux. On va écouter Rokhaya et Natacha et puis revenir vers vous, Louis. Rokhaya Diallo alors. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Geoffroy Lejeune. Je trouve que il y a quand même une tendance de Valeurs Actuelles à faire des unes un petit peu tétanisantes avec des gens qui seraient inquiétants, qui voudraient en finir avec la viande, les hommes blancs. Enfin voilà, une semaine sur deux. Rokhaya est très déçue parce qu'elle n'a jamais fait la une de Valeurs Actuelles. Pardon ? Vous avez pas. C'est vrai, jamais. c'est vrai. Mais ça viendra. Ça viendra non, bientôt. je pense que c'est bon. J'ai fait l'objet de suffisamment d'articles pour satisfaire mon ego. Et du coup, je trouve qu'il y a quand même des unes quand même un petit peu sensationnalistes qui ont vocation à faire commenter. Et je pense que vous avez associé 3 personnalités qui œuvrent justement pour la salubrité publique, pour même la préservation de la planète. Qui nous pourrissent pas la vie. Donc. Et je pense qu'ils nous pourrissent pas la vie. Au contraire, ils nous interpellent pour que la vie puisse continuer dans une forme de confort pour les générations futures. Et je pense que de poser la question de la pollution qui est générée par la production de viande, c'est quand même une question extrêmement importante. Le gaspillage d'eau, le nombre de terres qui sont utilisées pour cultiver des céréales, parce que la viande est majoritairement nourrie par des céréales au lieu d'être nourrie tout simplement par de l'herbe, ça pose des questions pour moi qui sont des questions essentielles. Et de comment on se nourrit aujourd'hui, comment l'industrie a transformé notre rapport à la nourriture, nous pousse à surconsommer. Enfin, je veux dire, même la question des vêtements, de l'industrie textile qui est extrêmement polluante, sont des industries importantes. Et quand on me dit que la culture de la France repose sur des sapins de Noël, enfin, j'espère bien que notre culture française est plus solide que des sapins qui sont quand même assez récents dans les traditions, de Noël. Alors, les Verts nous pourrissent la vie ou pas, ou ne sont pas sectaires? Par un préalable. Moi, je dirige un journal qui depuis 20 ans défend l'agriculture paysanne, le fait qu'en effet les vaches doivent manger de l'herbe et pas du soja OGM. En plus, depuis que je suis à Bariane, nous avons plus orienté vers un discours qui se tourne vers les problématiques écologiques, notamment la question de la décroissance, c'est-à-dire l'idée qu'il va falloir à un moment inventer une autre manière de consommer. C'est un combat que je trouve absolument essentiel. Mais en quoi les Verts, en tant que parti politique, ont-ils le monopole de ce combat ? On peut critiquer les Verts en tant que parti politique. C'est-à-dire que nous, à Marianne, on avait fait une pour s'inquiéter du fait qu'il y avait, de la part d'un parti qui, justement, prétend avoir l'apanage de la scientificité, et c'est vrai que les travaux du GIEC sont scientifiques, qu'en effet, il faut s'appuyer dessus, que la question climatique, la biodiversité, ça relève d'études précises, mais pour autant, ces gens qui donc prétendent avoir l'apanage de la scientificité, on trouve chez eux des gens qui ont des discours sur les vaccins absolument délirants, qui suivent des professeurs qui font des expériences qui leur valent l'opprobre du milieu scientifique. Sur la 5G, il y a des délires absolument complets de la part de gens qui ont pignon sur rue à Europe Écologie Les Verts. On peut le dire quand même. C'est-à-dire que moi, je trouve très inquiétant de laisser à un parti politique le monopole du camp du bien sur les questions de biodiversité, de climat. Je veux dire, je pense que ces sujets-là sont absolument essentiels et qu'en effet, parce qu'ils sont essentiels, il faut se les approprier et ne pas les laisser à des gens qui estiment que le Tour de France, c'est pas bien pour des raisons qui, moi, m'échappent. Je parole par respect, mais j'ai jamais parlé des Verts. Enfin, Barbara Pompili... Si, vous le faites depuis le début. Par exemple, là, on parle des écologistes. Barbara Pompili, elle est certainement pas chez les Verts aujourd'hui. Elle y était. Elle y était. Elle y était, mais aujourd'hui, elle est plus chez les Verts. Il y a qu'à voir ça pour sa politique. Hugo Clément non plus. Hugo Clément non plus n'est pas chez les Verts. Mais depuis le début, vous parlez des Verts. Attendez, et justement, vous faites l'erreur que vous critiquez. Justement, l'Europe Écologie des Verts ne doit pas avoir le monopole de l'écologie. Quand je parle des Verts, c'est un petit peu comme quand on parle des Rouges pour parler des gens qui sont de gauche. Donc on peut critiquer les écolos qui déconnent par rapport à ceux qui déconnent pas. Critiquer les écologistes, on se retrouvera même dans le même camp. Ce que je critique là aujourd'hui, c'est Valeurs Actuelles, et j'ai utilisé le terme d'enfant capricieux, c'est pas pour rien, c'est Valeurs Actuelles qui critiquent des petites mesurettes, et je trouve qu'elles ne sont pas suffisantes, mais qui polluent le débat public, justement parce que vous vous plaignez de petites choses, alors que le réchauffement climatique, c'est tellement plus. Certaines îles vont disparaître, des centaines de milliers de personnes vont migrer à cause de tout ça. Mais c'est bien sûr que c'est ça le sujet. Et c'est ça justement votre problème. C'est que vous êtes complètement à côté de la plaque sur le sujet du réchauffement climatique. Et c'est ça que je vous reproche, c'est que non seulement vous ne parlez pas des bons sujets, mais surtout vous pointez des gens pour des mauvaises raisons. Et c'est pour ça que je trouve que vous polluez le débat sur le réchauffement climatique. Alors, on y va pour le jugement, voir ce que vous avez pensé de la prise de position de Louis Boyard.
Alors, les Verts ne sont pas sectaires, ils ne nous pourrissent pas la vie. Rokhaya Diallo, convaincu par l'argument de Louis. Oui, je suis convaincue. Je pense que c'est vraiment l'amalgame de plein de choses très différentes et qu'il y a vraiment une vocation à, au contraire, nous améliorer notre futur. Natacha Polony. Moi, je suis totalement opposée aux positions de valeurs actuelles sur les questions d'écologie, sur les questions économiques également, sur pas mal de choses. Pour autant, je ne vois pas en quoi on ne pourrait pas critiquer des politiques qui prennent des dispositions qui me semblent en effet pouvoir être critiquables. Et Geoffroy Lejeune. Pas convaincu, j'ai juste une question pour Louis. Est-ce que vous avez lu le dossier qu'on a fait? Oui. D'accord. Et vous avez... J'avoue, j'ai lu 3 pages. Cité... Pardon? J'ai lu 3 pages en regardant, sur 12, sur le triangle. Mais je lis beaucoup d'articles de valeur actuelle sur l'écologie, notamment celui sur Greta Thunberg qui était complètement à côté de la plaque. Vous avez c'est l'objet, c'est pas Greta Thunberg de toutes les manières. Ah ouais, c'est pas convaincu. Dossier, du coup, pardon, mais Excuse-moi, si j'ai lu, j'ai lu. Pas convaincu. 2 rouges, 1 vert. On va passer à justement Geoffroy Lejeune. Les services du ministère de l'Intérieur ont aujourd'hui annoncé la dissolution du groupe d'extrême droite Génération Identitaire. Ça a été annoncé en Conseil des ministres. Justification, voilà le tweet de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, conformément aux instructions de la République, et il montre le décret. Justification de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Ce Conseil des ministres a été l'occasion d'une décision importante, attendue, la dissolution de Génération Identitaire. Le premier motif qui a justifié cette décision est l'incitation à la discrimination, à la haine et à la violence. Le second motif qui a justifié la décision prise en Conseil des ministres est que Génération Identitaire peut être regardée comme une milice privée. Cela s'incarne dans les uniformes et la hiérarchie au sein de l'association, dans les exercices paramilitaires proposés aux adhérents ou encore par les actions menées, qu'il s'agisse de tenter de repousser des embarcations, de mener des opérations prétendument de sécurité dans les transports ou encore des opérations menées dans telle ou telle partie du territoire. Alors on y va. Le coup de com' de Darmanin, la dissolution de Génération Identitaire, 90 secondes pour convaincre. Top chrono, Geoffroy Lejeune. Alors vous avez montré le tweet du ministre de l'Intérieur tout à l'heure, on l'a vu à l'écran. J'incite tous ceux qui me regardent à aller lire dans le détail le décret qui est donc publié in extenso. Ça fait 3 pages et c'est assez édifiant en réalité parce que, bon, je passe sur le fait que les gens qui rédigent les décrets sont fâchés. En fait, j'ai découvert ça avec la syntaxe, avec l'orthographe, c'est pas écrit en français, mais bon, peu importe. Sur l'argumentation utilisée pour la dissolution, c'est assez fascinant. Il y a, dans un premier temps, la justification pour dissoudre donc cette association c'est en gros, c'est paramilitaire, c'est une milice. Et sont donnés comme exemple du fait que Génération Identitaire serait une milice, des faits pour lesquels ils ont été jugés par la justice française et relaxés sur absolument tous les points. C'est-à-dire qu'en gros, on dit ils ont occupé le chantier d'une mosquée, donc c'est une milice. En gros, ils ont utilisé des vêtements qui pouvaient prêter à confusion parce que on pourrait penser que ce sont des uniformes. Et en réalité, sur ces points-là, l'association a été jugée et les membres qui étaient attaqués ont été relaxés. C'est-à-dire que c'est un décret qui est en contradiction avec une décision de justice en France, de la justice française. La deuxième chose, c'est sur l'incitation à la haine raciale en raison de l'origine, la race, la religion, etc. Sur ces points-là, il y a d'autres exemples qui sont donnés. J'en cite un par exemple, c'est la référence à Charles Martel, qui certes est une référence connotée, mais qui reste une référence de l'histoire de France. Et il y a quelques exemples qui sont donnés, qui tous pris individuellement ne sont absolument pas probants. C'est-à-dire qu'on peut juger que c'est un discours difficile sur l'immigration, mais ça n'est absolument pas illégal. Je dis donc que cette dissolution intervient pour une seule raison, c'est pour donner le change après la dissolution de Baraka City et du CCIF il y a quelques mois. Ça s'appelle le en même temps, c'est un coup de com' et je suis évidemment contre. Coup de com'. Place au débat. Rokhaya Diallo. Coup de com' de Darmanin ? Oui, je pense que c'est un coup de com' dans la mesure où, effectivement... Alors, je me souviens plus quelle était votre position par rapport à la dissolution du CCIF, mais je pense que c'est pour donner... J'étais pour, par ailleurs. Par honnêteté, je le dis, j'étais pour. Ouais, donc c'est assez... Mais pour d'autres raisons. Oui, enfin, je trouve ça bizarre. Du coup, je trouve ça assez étrange. Non, mais c'est juste... Oui, non, mais ambigu. voilà, donc c'est-à-dire que moi, c'est pour donner le sentiment qu'effectivement, aussi bien la loi... On est équilibré dans la sanction. En tout cas, il n'y a pas d'intention islamophobe dans tout ce qui se trame en ce moment et tous les discours qu'on peut entendre, et je pense qu'il y a vraiment ça qui est en train de se jouer. Après, sur certains aspects du décret, il y a quand même des choses
Même si je ne suis pas favorable à des solutions qui ne passent pas par les voies de justice. Moi, je trouve que c'est toujours inquiétant parce que ça peut donner lieu à des abus, comme ça a été le cas justement avec le CCF, dissolution à laquelle j'étais opposée. Mais c'est vrai que quand le décret dit qu'il y a des liens avec des groupes étrangers de l'ultra-droite, c'est vrai, on a effectivement le fait... C'est une milice ? Moi, je pense qu'il y a des comportements qui sont de l'ordre de la milice, il y a des financements étrangers extrêmement importants, le fait d'avoir des moyens de suppléer aux moyens de la police, de faire des formes de... Enfin, moi, ce qui s'apparente pour moi à des ratonnades à la frontière avec des hélicoptères qui surveillent des personnes migrantes qui sont en détresse, le fait d'avoir des liens aussi avec des groupes d'extrême droite à l'extérieur du pays, le fait que le terroriste de Christchurch était un membre bienfaiteur de Génération Identitaire, enfin, ça fait quand même beaucoup de choses qui créent des liens avec des groupes extrêmement violents. Maintenant, je suis toujours favorable à ce que la loi, le droit, les jugements interviennent pour interdire la possibilité à des groupes en tout cas pour condamner des groupes, pour les sanctionner quand ils vont au-delà de la loi, parce que ce type de comportement arbitraire est dangereux et peut vraiment donner lieu à des abus. Alors, je donne le point à Rokhaya sur la comparaison avec le CCIF. Moi, je reconnais, j'étais pour la dissolution. On n'était pas pour la dissolution. Je voudrais que ça n'existe pas. C'est autre chose. Et sur la dissolution, vous avez raison. C'est en fait, de ma part, c'est une incohérence. Maintenant, sur le reste, sur tous les exemples que vous avez donnés, qui sont aussi dans le décret, sur Christchurch, c'est intéressant parce qu'ils ont en effet reçu un montant d'argent de la part d'un terroriste. Au moment où ça a été le cas, je l'ai appris après en travaillant le sujet, ils ont été le dire quand ils ont su que le type est un terroriste, ils se sont entre guillemets dénoncés auprès des services secrets. De la même manière qu'à Avignon, un terroriste qui a voulu d'extrême droite qui a voulu tirer sur, je sais pas d'ailleurs pas où il avait tiré, mais qui a été abattu par la police, portait un de leurs t-shirts. Ils ont dit tout de suite au service de renseignement à la DGSI, il porte un de nos t-shirts, il n'est pas dans nos fichiers, etc. C'est une association qui a toujours voulu travailler avec les services justement pour éviter ça. Donc c'est important de le mentionner. Aujourd'hui, le gouvernement fait semblant de se réveiller. En réalité, ils n'ont pas de visée sécessionniste. Ils ont non, justement. Partitionniste de la nationalité. Moi, je vous ai vu sur un plateau de télévision où la porte-parole de Génération Identitaire était présente. Elle a fait une distinction entre les Français historiques et les autres Français. Ça, c'est une partition de la nation. Ça veut dire qu'elle considère qu'il y a des gens qui sont vraiment français. Elle n'a pas voulu dire les Blancs, mais c'est ce qu'elle voulait dire. Et il y a d'autres Français qui sont d'origine étrangère, qui ne sont pas des Français à part entière. Et elle a même rappelé qu'elle-même ne souhaitait pas avoir d'union avec une personne d'une autre origine parce qu'elle était issue d'une famille très ancienne avec un certain prestige. Donc ça, c'est quand même la porte-parole de Génération Identitaire. Et pour moi, elle défend une identité qui est une identité d'une France ancienne et qu'elle considère comme étant plus légitime que les Français qui sont Français depuis plus longtemps. Coup de com' de Darmanin. Pour moi, il y a 3 sujets. Il y a le sujet de la communication. Est-ce que ça a été un coup de communication par rapport à Baraka City ? C'est clair. Ensuite, il y a le sujet juridique. Est-ce que le décret tient la route ? Sincèrement, je trouve que non. Je trouve aussi qu'il y a de grandes chances que ce soit cassé au Conseil d'État. Par contre, il y a le sujet politique. Est-ce que la dissolution de Génération Identitaire est souhaitable ? Oui, bien sûr que oui. On parlait de ces 1 000 €. Ils se sont signalés, certes, mais il faut se demander pourquoi est-ce qu'un terroriste d'extrême droite qui a été prêt à tuer 50 personnes a été prêt à leur donner de l'argent ? Une autre question. À la dernière manifestation qu'ils avaient fait, il y avait Maxime Brunery, qui est un terroriste qui a tenté un attentat contre Jacques Chirac. On avait beaucoup critiqué la gauche pour les personnes qui étaient présentes pour la manif contre l'islamophobie. Alors pourquoi est-ce qu'on ne critique pas Génération Identitaire sur ce sujet-là ? Enfin, il faut aussi se demander, mais quelles sont les actions de l'association ? Quand il y a des migrants qui sont vraiment en danger de vie et de mort dans les montagnes pour passer, ils arrivent avec des hélicoptères, des blouses... Donc vous dites c'est peut-être un coup de com', mais il a eu raison de le faire. Je pense que politiquement, il a eu raison de le faire. Par contre, je pense que ses intentions sont mauvaises. Et juridiquement, je suis d'accord, ça ne tient pas la route. Mais politiquement, la dissolution de Génération Identitaire est nécessaire parce que leurs actions sont dangereuses, mais surtout, ils ont des proximités avec des terroristes. C'est un fait. En 2 mots, non, justement, quand vous rejetez, entre guillemets, la personne qui vous a donné de l'argent et que vous dénoncez au service, ça me donne vraiment, ça envoie vraiment le message que vous avez décidé de ne pas vous associer avec eux. Par ailleurs, c'est des gens qui ont toujours rejeté ceux qui avaient des propos radicaux parmi eux. Honnêtement, ils ont vraiment un comportement. J'en ai rencontré certains ces dernières semaines quand c'est devenu un sujet d'actualité. Je vous garantis que moi j'étais étonné par leur professionnalisme et leur intelligence justement de ce genre de situation. Quant à Maxime Brunery, je précise qu'il a fait son retour en politique en passant par le MoDem. À ce moment-là, personne s'est interrogé sur la dissolution du MoDem. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est perdu politiquement, ça veut rien dire ce qu'il fait politiquement. Donc en fait, je connais vos positions à l'un et à l'autre sur le sujet de l'immigration et vous avez le droit de pas être d'accord avec eux, mais ça se débat dans la sphère publique, sur un plateau de télévision et c'est pas un motif de dissolution, d'interdiction et surtout d'empêcher, parce que in fine c'est ça qui est en train de se tramer, d'empêcher, en fait si vous suivez le décret, on ne peut plus critiquer l'immigration quand on estime qu'elle est trop importante. C'est ça qui est grave. Natacha Polony, coup de com' de Darmanin ?
Ça, on est tous d'accord pour dire que c'est un coup de com', évidemment. La question première, c'est celle de la cohérence. C'est-à-dire que, pour ma part, je pense qu'il est problématique, voire dangereux, d'essayer de dissoudre des associations qui posent problème, sachant très bien qu'elles se reconstitueront derrière et que ce n'est absolument pas comme ça qu'on combat des idées. Je suis contre les idées du CCIF, je suis contre les idées de génération identitaire. Je pense que ce sont les deux morceaux d'une même tenaille. Je pense que toute vision identitaire est contraire totalement à tout l'esprit, toute la philosophie de la République française. Pour autant, ce n'est pas par une dissolution politique qui risque en plus d'être remise en cause juridiquement, ce qui serait un message politique absolument dramatique. C'est pas par là qu'il faut le faire. En revanche, dans ces cas-là, en effet, il faut être cohérent. C'est-à-dire qu'il faut admettre aussi que Baraka City et le CCIF, dont j'estime que ce sont des associations qui ont une influence absolument ignoble sur la cohésion, sur la communauté nationale française. Et bien pour autant, je pense que là aussi, c'est par les idées qu'il faut les combattre. Et même chose, génération identitaire, je le répète, ce n'est pas la République française. Une vision identitaire des choses me semble dramatique et est en train de creuser des fractures. Il faut les combattre. Mais en effet, la dissolution n'est pas... Louis Boyard, Rocaille Diallo, deux derniers mots. Si je peux ajouter quelque chose, certes, ces gens-là, chaque fois qu'il y a quelque chose qui justement pourrait faire scandale, ils l'écartent, mais c'est pas parce que ce sont des personnes de bonne volonté. Vous voyez les gens qui sont à l'intérieur, à la dernière manifestation qu'ils ont fait, ils ont dit on n'entend plus chanter Clément Méric, un antifasciste qui avait été tué. Enfin, ces gens-là se rient de la mort d'autrui. C'est pas le sujet. Les gens, en fait, si jamais ces gens-là, et c'est clair, ils sont propres, mais c'est pas du tout par vertu, c'est uniquement par intérêt politique. Ils savent très bien que leurs positions sont clivantes, qu'elles sont au bord de la légalité, et du coup c'est pour ça qu'ils essaient. Regardez par exemple la dernière action sur les montagnes. Est-ce qu'elle n'était pas au bord de la légalité? Tout le monde disait qu'elles étaient au bord de la légalité. Mais non, mais c'est pas du. Non, justement, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que encore une fois, je ne vous empêche pas d'avoir votre vision de l'immigration et de la cohésion nationale, mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est le cri de détresse d'une certaine jeunesse, parce que c'est tous des militants qui sont très jeunes, face à l'immigration massive et face à notamment, ils ont été accusés dans le décret, encore une fois, de faire un amalgame entre terrorisme et immigration. À chaque fois qu'ils l'ont fait, ils ont cité des terroristes qui étaient venus par les voies illégales d'immigration. Moi, je trouve ça grave qu'aujourd'hui, on ne puisse plus dire que l'immigration illégale est un problème sans que, dans une association, sans que le ministre de l'Intérieur se saisisse pour des mauvaises raisons de ses armes juridiques. Et en plus, il va se faire humilier, je pense, en effet, par le Conseil d'État. Et que tout à coup, enfin, ils défendent la loi française. Plein d'autres associations sont contre. Rocaille. Non, pour moi, vous dites que c'est une question de perception de l'immigration, mais pour moi, c'est une question de conception de l'identité française et de la nationalité française. Mais aussi, bien sûr. Oui, mais c'est autre chose. Là, on est dans le racisme. Si on considère que le fait d'être français, si on considère qu'il y a des Français historiques et d'autres qui sont moins français que les autres, c'est du racisme. Mais ils n'ont pas été condamnés pour racisme. Vous avez bien noté ça. Parce que personne n'a porté plainte pour cette phrase spécifique. Mais moi, je considère que c'est raciste de considérer qu'il y a des Français qui sont moins français que d'autres. C'est du racisme. C'est quoi sinon? Le droit de dire ce que vous voulez. Alors, revenons-en. C'est du racisme. Eh bien, ça va être. Je sens qu'on va arriver tout doucettement là sur le prochain sujet, justement, ça va être lié, mais voyons d'abord ce que vous pensez du coup de com' signé Geoffroy Lejeune. Est-ce que la dissolution de Génération Identitaire est un coup de communication? C'est ce que dit Geoffroy Lejeune. Louis Boyard? Oui, c'est un coup de communication. Mais juste, vous m'avez posé une question, je vous en repose une autre. Du coup, par cohérence, vous êtes contre la dissolution du CCIF? Et ce que je disais à Rocaille, en fait, moi j'ai dit à l'époque, j'étais pour la dissolution du CCIF. En réalité, je voudrais que le CCIF n'existe pas, mais en effet, la dissolution ne se justifie pas. Je suis d'accord. Alors, coup de com' alors convaincu, Louis Boyard. Non, c'est le coup de com' de Darmanin. Voilà, juste sur la dissolution de Génération Identitaire, c'est le point de vue que soutenait Geoffroy Lejeune. Rocaille Diallo. Alors moi, je considère que Génération Identitaire est un groupe dangereux, extrêmement violent et haineux, mais effectivement, c'est un coup de com' de Gérald Darmanin. Natacha Polony. C'est-à-dire qu'on se retrouve tous avec la même idée. C'est pas grave là-dessus. Ça veut pas dire en disant que c'est un coup de com' qu'on cautionne les idées de Génération Identitaire. Clairement pas, non. Non, mais c'est compliqué. C'est un coup de com' de Gérald Darmanin ou pas? Je suis d'accord. C'est très piégeux. C'est-à-dire que si c'est un coup de com', on est tous d'accord, sauf que c'est pas ça qui a été dit non plus. C'était pas seulement ça. C'était une défense et une illustration de Génération Identitaire. Il avait une démonstration, mais mettez-moi une croix rouge comme ça. Ça veut pas dire qu'on cautionne Génération Identitaire.
de dire que Gérald Darmanin, dans cette dissolution... c'est vrai, Ouais, vous voyez qu'il y a un problème. mais il est vrai que je parle de coup de com' et je cautionne par ailleurs Génération Identitaire. Il faut être honnête, je veux dire. Oui, mais... Voilà, Donc pour équilibrer, je vais mettre un rouge, comme ça vous aurez vous pas êtes très bien avec votre confiance. On n'aura jamais trois verres. C'est un front renversé, là, ce soir, sur le coup de com'. Et on va terminer avec Rokhaya Diallo, avec Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne. Alors, on va réécouter une jeune femme, retrouver un visage et une voix. C'était lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden. The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. And the norms and notions of what just isn't always just is. Et le monde qui suivait l'investiture du président Biden a découvert Amanda Gorman. Elle est traduite aux Pays-Bas, mais une journaliste a lancé la polémique. Une journaliste noire, d'ailleurs, elle s'appelle Janice Dull. Elle ne trouve pas normal qu'une traductrice blanche d'une maison d'édition s'occupe des textes d'Amanda Gorman, poétesse noire. On marche sur la tête, c'est ce que nous dit Natacha Polony. Top chrono, 90 secondes pour convaincre. Oui, ce texte s'appelle The Hill We Climb et donc c'est Marik Luca Rijneveld qui aurait dû le traduire aux Pays-Bas. On va préciser que cette jeune femme de 29 ans a été la plus jeune lauréate du prix international Booker. C'est une romancière reconnue qui maîtrise les deux langues évidemment parfaitement et qui avait été choisie parce qu'elle semblait la plus adaptée, la meilleure pour trouver une traduction qui respecte la poésie de ce texte. Sauf que la militante Janice Dull a expliqué que Marik Rijneveld est blanche, non-binaire et n'a aucune expérience dans ce domaine, qui est donc tout simplement cette question de savoir comment on peut grimper cette colline qui est celle des discriminations et qui est celle de tout ce qui peut s'opposer à la vie d'une femme noire. Parce que l'idée, c'est ça, c'est qu'il faudrait être une femme noire pour traduire l'expérience d'une femme noire. Or, alors je précise qu'en Espagne, c'est une traductrice blanche de 62 ans qui va traduire évidemment le poème et que, a priori, ce qui compte, c'est plutôt tout simplement la littérature, c'est-à-dire la capacité justement à comprendre l'autre, parce que la langue, le principe de la poésie, c'est de nous transmettre une émotion par-delà nos différences. Et que si on échoue à ça, ça veut dire que non seulement on ne peut pas traduire, mais dans ces cas-là, même lire ne sert à rien. En quoi le langage d'une femme noire pourrait nous transmettre une émotion à nous qui ne sommes pas une femme noire? Il y a là quelque chose qui est contre notre universelle humanité qui me semble effrayant. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue, Rokhaya Diallo? Alors moi je comprends tout à fait et je pense qu'on a toujours lu d'immenses romanciers, romancières noirs comme Toni Morrison qui ont été traduits par des personnes blanches avec plus ou moins de justesse. Mais cette question-là, pour moi, c'est pas la question centrale. Maintenant, moi je trouve que ça pose une question intéressante, c'est-à-dire que dans un contexte de l'édition où les personnes non blanches, les personnes qui sont minoritaires sont très peu présentes et sont structurellement discriminées, est-ce que c'est pas l'occasion de donner l'opportunité à une personne qui puisse, qui connaît cette expérience-là, de pouvoir non seulement, comme ça a été le cas en France par exemple. En France, la traduction se fera, il me semble, chez Fayard, et c'est Lou Sane de Yakuza, la chanteuse, donc qui est effectivement une artiste, qui est une femme noire, qui n'est pas française d'ailleurs, qui est, je pense qu'elle est belge, qui va traduire cela. Et à l'évidence, le fait qu'elle soit noire a joué en sa faveur parce qu'on estime que, ayant expérimenté la vie d'une personne noire dans un contexte francophone, elle trouvera des mots que peut-être une personne qui n'a pas eu la même expérience ne trouvera pas. Après, je pense que ça ne doit pas être une règle absolue, mais je trouve que c'est intéressant de faire ce choix-là parce que, du coup, ça permet à des gens qui généralement n'ont pas forcément accès à ce genre d'opportunités de les avoir. Et pour moi, c'est intéressant d'y réfléchir, de se dire, si Megan Rapinoe, la footballeuse, fait un livre sur sa vie de personne queer aux États-Unis, est-ce qu'on ne va pas justement trouver l'occasion chez une personne qui expérimente ça et qui a les mots... Il faut être sûr que cette personne, si elle a un vécu, quel est le talent. Mais voilà, c'est la première chose, c'est la compétence. La première des choses, évidemment, c'est la compétence. Voilà. Évidemment, une personne compétente, qui ait une sensibilité en poésie, et qui effectivement ait ce vécu. Ouais. Mais c'est un plus. Moi, je trouve que c'est un plus et que c'est intéressant de réfléchir aussi comme ça. Ok, il y a juste une réponse, mais évidemment qu'il y a de la discrimination et évidemment qu'il faut
Alors, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans le milieu de la traduction, mais si on peut avoir des personnes de couleur, eh bien, tant mieux. Mais j'ose espérer qu'une femme noire peut traduire un écrivain blanc, un homme blanc. Généralement, on connaît mieux le vécu des hommes blancs, nous, puisqu'on est surexposés, donc j'ai une très bonne connaissance de ce vécu-là. Mais on a tous une très bonne connaissance par la littérature, par la lecture, du ressenti d'autres personnes. Je veux dire, Gustave Flaubert a pu écrire Madame Bovary. Bien sûr, mais il y a des personnes qui sont plus racontées dans la littérature que d'autres. Qu'une femme noire peut traduire Gustave Flaubert. Et c'est ça la victoire, c'est pas de dire une femme noire va traduire une autre femme noire. Ça, c'est un échec. Le fait est que ça n'arrive jamais dans l'autre sens. Et que pour une fois qu'il avait la possibilité, très rarement, puisque effectivement, il faut se battre pour que ça arrive de bien plus sûr, en plus. Mais c'est pour ça en fait qu'il faut que ces places-là, ces opportunités-là, quand elles existent, elles s'ouvrent. Et moi, après, je parle d'une expérience plus personnelle qui est liée au cinéma, par exemple. Moi, je regarde beaucoup de films sous-titrés, et souvent, dès qu'il s'agit de questions relatives à l'expérience raciale, à l'expérience du handicap, à l'expérience des LGBT, etc., les traductions sont complètement à côté parce que les personnes ne maîtrisent pas les sujets-là en langue française. Et souvent, les traductions sont à côté sur les autres sujets souvent, aussi, même je vous assure. Donc mais sur ces sujets-là, je trouve que souvent, on n'a pas le vocabulaire. Souvent, il y a un manque de vocabulaire parce qu'il y a un manque de connaissances. Thierry, Louis Boyard. En fait, déjà, premièrement, je pense qu'elle devrait écrire ça. Voilà, moi, je pense que ce serait intéressant qu'elle l'écrive, mais ça pourrait être aussi bien qu'une personne noire l'écrive et qu'on fasse la comparaison. Et ce que dit Rokhaya n'est pas faux. Bien sûr, la littérature doit nous permettre d'exprimer des émotions, mais pour poser les mots sur le papier, l'avoir vécu, ça peut être un plus. Et il y a une deuxième chose, et c'est ce qu'a dit Rokhaya, c'est il faudrait que, parce que c'est une personne noire, on va mettre une personne noire, parce que les personnes noires sur les traductions sont sous-représentées. Et justement, je trouve que c'est un échec. Ça me rappelle un débat qu'il y avait eu en France sur un personnage noir qui avait été doublé par un blanc. Mais en fait, c'est pas parce que les personnes racisées sont sous-représentées dans la culture qu'il faut les attitrer à chaque fois qu'on a une personne de couleur. Et c'est la chose à éviter. Et donc, en fait, il y a deux débats. À la fois, il faut permettre que les personnes de couleur soient plus représentées dans tous les milieux. Et d'un autre côté, il faut aussi les personnes blanches doivent pouvoir écrire ce qu'elles veulent sur n'importe quelle couleur. Et d'un autre côté, il faut aussi comprendre que peut-être qu'une personne racisée aura plus d'expérience pour poser les mots justes sur la question. Alors ça veut dire que la littérature a échoué et que la poétesse n'a pas mis les bons mots s'ils ne sont compréhensibles que par une personne qui a vécu les mêmes expériences qu'elle. Je viens d'entendre deux prises de position successives qui illustrent la folie de la racialisation du débat en France. Je suis désolé de vous le dire, pardon. Toujours dans la mesure, j'adore. C'est absolument extraordinaire. Moi, j'ai grandi dans un pays où ce n'était pas un sujet. Aujourd'hui, c'est un sujet. Ça l'a toujours été. Non. C'est juste qu'on n'était pas là pour en parler. C'est ça, on avait moins que ça aux médias, c'est ça. Justement, on ne débattait pas de ça. Parce que on débattait entre blancs, c'est ça. Mais bien sûr. Je suis désolée. Geoffroy Lejeune, sur cette histoire de traduction aux Pays-Bas. Et Rokhaya vient de nous expliquer, puisque en fait ce que vous avez fait, c'est légitimer simplement cette histoire. Vous venez nous expliquer, après avoir dit que les identitaires étaient extrêmement dangereux, parce qu'il y a la différence entre les personnes blanches et les personnes noires, vous venez nous expliquer... Entre les vrais Français et les faux Français. Et les personnes blanches et les personnes noires, parce que c'est in fine ce qu'ils osent pas dire. Non, asiatiques, arabes, roms, les vrais Français et les faux Français. Vous venez nous expliquer qu'ils étaient extrêmement dangereux pour ça, mais que par contre... On peut comprendre qu'il faille pas traduire une poétesse noire par une écrivain blanche et que en plus de ça, par contre, une écrivain noire pourrait traduire un blanc. À la fin, c'est quoi ? Donc déjà, ça s'appelle le fichage. Pardon, excusez-moi. Vous voyez tout par le prisme de la couleur de peau. Et honnêtement, à accuser les autres de racisme dans ce cas-là, c'est vraiment très hypocrite. Mais je suis désolé. Je veux dire, c'est vous qui voyez de la couleur de peau partout. Moi, ça commence à me crisper. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que vous dites que ça vient pas des campus américains. Je vous signale juste en fait que les fameux campus américains aujourd'hui organisent des ateliers où les profs blancs doivent aller s'excuser en traversant la rivière de la honte et en allant dans une barque fictive en disant je demande pardon parce que je ne comprends pas la souffrance noire parce que je suis une personne blanche. Et aujourd'hui, on a des ateliers où les gens s'humilient comme ça. C'est là où on en est. Mais c'est vrai. En France, quand est-ce que vous êtes allé dans un campus américain pour la dernière fois ? Je fais allusion à ce qui s'est passé. Mais quand est-ce que vous êtes allé ? Parce que moi, j'y vais régulièrement. On me raconte plein de trucs, mais moi, j'y vais. Dans l'université d'Evergreen. C'est une université, c'est pas les campus américains. Non, si, ce sont les campus américains. Non, c'est un campus. C'est exactement ce qui se passe dans les campus américains. Vous savez que ça se développe. C'est ce que vous êtes en train d'apporter en France. Franchement, pour être allé dans beaucoup de campus américains, moi, je sais pas ce que je veux faire. Ça n'existe pas. C'est pas ça, c'est que ça vous choque pas. Non, mais c'est parce que c'est
on prend toujours des exemples qui sont grotesques et on en fait une généralité. Alors, pour être très clair, je pense que tout le monde peut tout traduire. Une personne blanche peut traduire une personne noire. J'ai lu Toni Morrison en français. Je n'ai pas cherché à savoir quelle était la couleur de peau de la personne qui l'avait traduit. Ta-Nehisi Coates, je ne sais pas qui l'a traduit en français. Bon, le titre était malheureux, mais on va dire que ça passe. J'ai pas de problème avec ça et j'ai pas de problème à ce que ça se fasse dans l'autre sens. Il se trouve que Amanda Gorman écrit sur le racisme et que si une personne doit travailler sur le racisme, c'est plus intéressant potentiellement que la personne l'ait elle-même expérimentée. Si Amanda Gorman avait écrit une romance sur un sujet qui n'avait rien à voir avec cette question-là de franchir la barrière du racisme, la question ne se poserait pas dans les mêmes termes. Mais encore une fois, je ne suis pas opposée à ce que tout le monde puisse traduire n'importe qui. Rokhaya, le principe de la littérature, c'est justement qu'elle nous permet de partager une émotion, une expérience, ou au-delà, une vision du monde que nous n'avons pas vécue. C'est ce que feront les lecteurs. Quand on traduit l'Iliade et l'Odyssée, en effet, on n'a strictement, mais rigoureusement rien à voir avec l'expérience des hommes dont il s'agit. Et pour autant, cela nous touche. Et donc, si vous considérez qu'il faut avoir vécu le racisme pour traduire correctement je trouve que c'est une ces mots-là, intéressante. vous renoncez à l'universalité de ce message. Je dis que c'est pas une nécessité absolue possible de transmettre. Alors attention, je dis pas que ce soit une nécessité absolue. Je trouve que c'est une réflexion qui mérite d'être posée. Alors, dernier mot, Louis Boyard, et puis on passe au jugement. Si jamais on devait écrire sur le racisme, je pense que Rokhaya serait plus compétente que nous parce que, en fait, elle l'a beaucoup plus vécu que nous. C'est factuel. On pourrait écrire un texte, vous verrez que ce serait plus proche de la réalité. On n'est pas en train de dire que parce que cette femme est blanche, elle n'a pas le droit d'écrire. Moi, ce que je dis, c'est qu'une personne noire devrait l'écrire. Et je pense que, puisque vous êtes très attaché à la compétence littéraire, vous êtes très attaché à la littérature, je pense que l'émotion serait plus juste pour que le lecteur puisse comprendre. Et la littérature n'a pas échoué. Certaines personnes écrivent d'une certaine manière, d'autres. Et ce qu'on dit, c'est que le vécu va permettre à nourrir la littérature qui est si chère à vos yeux pour qu'elle atteigne presque la perfection. Allez, on y va. Cette discussion à propos de cette polémique aux Pays-Bas, c'est l'heure du jugement. Une noire pour traduire, une traductrice noire pour traduire une poétesse noire. On marche sur la tête, ce que dit Natacha Polony. Louis Boyard. C'est pas sans fondement, même si je pense qu'elle aurait dû pouvoir l'écrire. Pas convaincu donc. Pas convaincu. Rokhaya Diallo. Moi, c'est pareil, j'ai pas d'opposition contre cette traductrice, mais je suis pas convaincue par l'idée de ne pas tenir compte de l'expérience des traducteurs. Moi, je suis convaincu par Natacha et je pense que par ailleurs, cette folie de l'antiracisme dont elle parle, en fait, on est en train de vivre seulement le début de ça. Le dernier vers pour Geoffroy Lejeune. Merci, messieurs, dames, d'avoir été avec nous ce soir. Qui va vous convaincre revient demain dès 20h. Le 120% News, le coup d'envoi est à 19h.